Tout simplement sur l'observation des phénomènes. Quand l'on connaît un phénomène complètement, on exclut les déterminants dits aléatoires, c'est-à-dire le hasard est exclu. Et c'est vrai pour la naissance de l'univers en particulier. Au moment de la naissance de l'univers, les paramètres cosmologiques qui existent à ce moment-là sont extraordinairement ajustés les uns aux autres, ce qui fait dire donc à la plupart des cosmologistes, le hasard n'existe pas au moment du Big Bang. Et dans la vie quotidienne, pas davantage. Poincaré le disait très justement, c'est un grand mathématicien, il observait les phénomènes, et pour lui, le hasard correspondait tout simplement à un défaut de connaissance d'un système. Connaître un système, ça signifie éliminer le hasard. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que des phénomènes ne peuvent pas être, entre guillemets, au-delà de la connaissance que l'on peut en avoir immédiatement. Simplement, cet au-delà fait dire aujourd'hui à un spécialiste du hasard, justement en Suisse, que le hasard surgit de l'au-delà de l'espace-temps. C'est une phrase importante, qu'on aura peut-être l'occasion de commenter un petit peu plus tard, mais qui en même temps nous désigne ce fait qu'il faut reconnaître le hasard autrement que ce que, a priori aujourd'hui, notre intuition nous invite à comprendre de lui. Bien entendu, ce qui relève de l'approche de David Bohm peut être aujourd'hui redécrit, réinitialisé, si on peut dire, à la lumière de nouvelles approches scientifiques, et notamment de ce qu'on appelle la théorie de l'information. David Bohm désigne donc cette sorte d'anté-univers qu'aujourd'hui, au moins en tout cas pour ce qui nous concerne, Igor et moi, nous comprenons comme un océan d'informations. En réalité, il y a trois stades pour comprendre le réel. Il y a évidemment le stade matériel pur, c'est-à-dire cette chaise, ces objets que nous pouvons toucher et appréhender, ça c'est le réel. Ensuite, il y a un deuxième stade qui est l'énergie. C'est un stade moins palpable, cependant c'est un stade qui n'en est pas moins existant. Par exemple, des photons, ce qui nous éclaire en ce moment même, ou bien la force de gravitation, ce sont des interactions. Mais c'est moins saisissable, on ne peut pas toucher ces phénomènes-là. Et il y a un troisième niveau de réalité qui, lui, est encore plus profond, qui, aujourd'hui, doit être décrit par une autre démarche scientifique, et que l'on appelle donc l'information. Cette information est immatérielle, mais c'est elle, probablement, qui nous permet de comprendre qu'il existe une équivalence entre, d'un côté, bien entendu, l'énergie et la matière, ça c'est E égale mc carré, mais il existe aussi, il existerait aussi, soyons un peu hypothétiques, une autre équivalence entre, d'un côté, l'énergie-matière et, enfin, l'information. En réalité, c'est un pas que l'on peut franchir dès l'instant où on sait que une terminologie vaut en fonction évidemment de l'usage qui en est fait. Quand on se pose la question, parce qu'on peut la poser autrement, de savoir ce que serait cette conscience primordiale, on peut effectivement retrouver là des déterminants qui sont formels, c'est-à-dire la présence d'êtres mathématiques qui structurent cette conscience entre guillemets primordiale. Selon nous, il faut détacher malgré tout les éléments qui sont à l'origine de ce nuage d'informations, ce réseau, ce code, enfin ce qu'on peut concevoir comme une abstraction, mais qui peut être en effet susceptible d'être décrite par des êtres mathématiques, ou des grandes constantes, des nombres purs, comme pi, le nombre d'or, la constante de l'air, des racines comme la racine carrée de 2, etc. Enfin, bon, il y a des grands nombres, il y a des grandes constantes qui sont déjà là au moment du Big Bang et donc avant le Big Bang. Parce qu'elles structurent, bien entendu, les phénomènes physiques qui entourent la nucléation primordiale et qui entourent l'univers, donc au moment où il naît. Mais ça pose la question, peut-être, de savoir d'où émergent ces nombres, quelle est leur origine. Alors, je préfère poser la question comme ça et poser tout simplement la question de la cause, de l'émergence de ces êtres mathématiques. Prenons le nombre pi.
Si aujourd'hui on pose la question à un mathématicien de savoir quelle est l'origine de ce nombre inouï, qui est un nombre à la fois irrationnel, transcendant, dont les décimales se déroulent à l'infini sans que jamais le hasard ne soit impliqué dans ce déroulement. C'est-à-dire que si par exemple vous remplacez au rang 1 milliard le 9 qui existe derrière la virgule, donc 1 milliard derrière la virgule, donc le 9 qui existe en tant que décimale, et que vous le remplacez par un 8, non seulement vous détruisez pi, mais vous détruisez également l'univers tout entier, puisque l'univers entier repose sur pi. Cependant, quelle est l'origine du nombre pi? C'est peut-être là que, sans vouloir prendre un trop grand risque, on peut chercher une cause, et cette cause, on peut en effet lui donner un nom, qui peut être un nom arbitraire. Parce que, en réalité, ce qui est important, c'est de percevoir que si l'on pose la question de l'origine de l'énergie, on se trouve renvoyé à l'information, et à un moment, on doit se poser la question de l'origine de l'information elle-même. Mais c'est là où le champ est très ouvert. Bien entendu, il inclut aussi une perspective qui serait de l'ordre de conscience universelle. Mais ce sont des mots qui sont en quelque sorte de nature à chasser notre incomplétude face à ces phénomènes. Il y a un moment où le phénomène de l'origine, à l'origine des causes, eh bien, il devient insusceptible de cerner véritablement la cause. Comme le disait un grand physicien, c'est une expression qui est chez lui régulière, le réel est voilé, on peut le rajouter, le réel à l'origine est voilé, et il est destiné à rester voilé. Nous rapprochons beaucoup de ce point de vue-là d'Albert Einstein et puis d'autres physiciens, théoriciens ou physiciens mathématiciens qui, évidemment, notamment à l'aune de ce que j'ai appelé tout à l'heure cette incomplétude dans notre connaissance du réel, désignent évidemment le point d'incomplétude le plus grand, qui est donc ce que j'ai appelé tout à l'heure la cause à l'origine de toutes les autres causes. Une sorte de cause qui serait le résultat d'une régression qui elle-même, dans l'enchaînement des effets et des causes, n'est pas infinie. D'ailleurs, un mathématicien a très très bien dit, il s'appelle Hilbert, qu'il n'existe pas de régression infinie, de retour à une cause, sans que, enfin, à l'enchaînement des causes, sans que l'on tombe sur une cause qui est la première de toutes. Nous rapprochons d'Einstein, donc, qui dit que finalement, il existe quelque chose de très mystérieux derrière ces lois, derrière ces nombres purs, derrière ces grandes constantes cosmologiques. Et c'est rassemblé d'ailleurs par une aventure qui lui est arrivée en 1936, il était à l'époque à Princeton, et un enfant vient vers lui et lui demande « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Einstein répond à ce moment-là, c'est une question trop profonde pour que je te réponde comme ça. Donne-moi ton adresse et je vais te répondre par écrit. Et une semaine plus tard, donc l'enfant qui avait 11 ans reçoit une réponse qui est aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Et sur la lettre signée d'Einstein, il y a ceci: tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Et on se trouve donc, en 1936, ramené à une description de ce que la plupart des scientifiques aujourd'hui conçoivent à propos justement de ce qui est à l'arrière de ces fameuses lois dont évidemment on mesure les effets tous les jours dans notre monde physique. Quand on dit que tout est écrit, en fait, on a tort. En réalité, ce n'est pas que tout est écrit, c'est que la liberté de faire les choses est écrite. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Mais selon nous, c'est bien justement de ce paradoxe
que découle le phénomène univers et, à l'intérieur de ce phénomène univers, le phénomène humain. Nous avons la liberté de faire des choses. On n'est pas du tout asservi à un déterminisme rigide qui nous priverait de cette capacité de choisir et de ce libre arbitre. Mais en revanche, le hasard peut être comparé à un programme immense. Et à l'intérieur de ce programme, il y a des sous-programmes. Et dans ces sous-programmes, il y en a un qui est essentiel, qui est ce que l'on appelle le sous-programme de la liberté. Qui donc est, lui, déterminé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui est déterminé, c'est justement les degrés de liberté. Alors c'est vrai que nous n'avons pas la liberté de tout faire. Par exemple, nous avons 6 degrés de liberté pour nous déplacer dans l'espace, et pas 7. Mais il n'y en a pas 4 non plus. Donc on est avec des déterminants qui nous permettent de faire des choses et de choisir ce que l'on va faire. Mais pas jusqu'à une certaine limite. Par exemple, si je veux décréter maintenant que je vais voler, je ne peux pas. Je voudrais bien m'asservir de la force de gravitation, mais je ne le peux pas. Donc c'est une liberté qui m'est refusée. Et ceci est vrai, et en généralisant évidemment, de proche en proche, ceci est vrai précisément de notre liberté de décider et de choisir à l'intérieur d'un programme. Prenez par exemple un jeu de console. Si vous êtes un skieur, vous allez pouvoir passer à droite et à gauche des fameuses portes, ralentir, accélérer. Oui, vous avez la liberté de tout faire. Sauf que tout ça est inscrit dans un programme. Ce programme, lui, il est rigide. On ne peut pas sortir de l'écran et puis revenir par un autre côté. Non, c'est pas possible. Donc, il y a là une sorte de figuration un petit peu naïve, mais de notre insertion dans le réel, qui est une insertion codée. Bien entendu, nous ne connaissons qu'une toute petite partie du code, c'est pour ça que nous appelons cela le hasard. Mais malgré tout, nous avons des degrés de liberté qui sont immenses et nous pouvons choisir. C'est tout de même la dignité, la merveille de l'être humain, d'être capable de choisir et de ne pas savoir quels sont les déterminants profonds, d'abord qui l'ont amené à choisir, et tout ce qu'il a pu abandonner par ce choix. On dit toujours que tout accomplissement est suppressif. En fait, ce qui est à l'origine de la matière, c'est, selon nous, ce qu'on appelle l'information. Or, l'information est immatérielle. Ce qui est intéressant dans la nouvelle lecture que la science donne du réel, c'est qu'elle permet de comprendre qu'il y a quelque chose d'immatériel à l'origine de l'émergence de la matière, de la matérialité. Alors, cette chose immatérielle, elle est elle-même... ce n'est pas encore, à notre sens, ce n'est pas encore le stade initial primaire. Cette chose immatérielle, elle est bien entendu l'émergence de quelque chose d'autre. Et c'est ce quelque chose d'autre qui, alors lui, est pour le coup totalement extérieur à tout ce que nous pouvons concevoir du point de vue de notre propre capacité intellective, conceptuelle, évidemment sans parler de science. Ça nous ramène à la recherche et à la découverte d'un très grand mathématicien qui s'appelait Kurt Gödel et qui, en 1931, alors qu'il avait 24 ans, a fait émerger, a découvert un théorème qui porte son nom, le théorème de Gödel, qui est un des plus puissants de toute la théorie mathématique. Lui-même est tenu aujourd'hui pour l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand logicien depuis Aristote. Et en fait, Gödel, dans son théorème, énonce ceci. Tout système logique est nécessairement incomplet. Si on applique ceci à l'univers, je simplifie, mais c'est ça. Si on applique ce théorème à l'univers, qui, à l'évidence, est un système logique, ça signifie que l'univers est incomplet et que sa cause se trouve donc à l'extérieur de lui et que, qui plus est, cette cause est d'une nature opposée, différente, donc opposée à lui. Puisque l'univers est matériel et temporel, il existe dans le temps, et il est matière, énergie, eh bien ça signifie que sa cause, qui est opposée à lui, est immatérielle et atemporelle. Donc on se trouve là, dans ce point de fuite. Mais cette cause n'est pas dans l'espace-temps. Elle n'est pas saisissable. Et elle est à peine, on va dire, appréhendable
par un acte d'intuition qui est très audacieux, mais qui nous fait évidemment franchir des étapes que notre entendement ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire qu'en réalité, cette cause, elle n'est pas seulement plus difficile à imaginer que ce que nous pensons, elle est plus difficile encore à imaginer que tout ce que notre imagination nous permet d'atteindre. C'est des sujets dont on nous parle très souvent, c'est des sujets qui sont liés, alors NDE, sortie de corps, etc. Enfin, ce sont des phénomènes qui sont souvent appréhendés, y compris par des scientifiques, mais qui ont évidemment, pour des raisons que l'on peut comprendre, une certaine réticence à les aborder en public. Un scientifique doit avoir toujours une balise qui clignote, qui est celle de la confrontation à ce qu'on appelle la preuve par l'expérimentation, c'est-à-dire ces phénomènes sont-ils mesurables, ces phénomènes sont-ils reproductibles. Alors les scientifiques avec lesquels nous en parlons, à l'arrière évidemment de toute forme d'élargissement public, donc plutôt dans un stade confidentiel, les scientifiques qui ont le courage, parce qu'il faut un certain courage, s'aventurer vers ce type de questions, disent trois choses. Un, ces phénomènes, on en constate l'existence. Deux, ces phénomènes nous amènent à, par leur caractère évanescent, à nous poser en permanence leur reproductibilité, la question de leur reproductibilité, de leur saisie, de leur quantification et même de leur qualification. Donc ils sont démunis face à ces phénomènes, donc ils ont perd pied face à ce genre de phénomène. Et puis troisièmement, ça nous incite à réfléchir de manière plus profonde aux limites qui séparent les phénomènes matériels d'autres phénomènes qui seraient d'ordre immatériel. Et donc, une frontière qui existe entre ce qu'on appelle la matière et puis ce que l'on appelle ailleurs l'esprit. Il est vrai que ce qu'on appelle aujourd'hui cette théorie majeure, qui est la théorie quantique, aborde de manière assez spectaculaire le lien qui unit l'observateur à la chose observée, et donc la conscience à l'objectivité ou la pseudo-objectivité des phénomènes observés. Et donc une certaine dissolution de la frontière séparant la matière dite de l'esprit, c'est un mot un peu trompeur, mais bon, on n'a pas aujourd'hui encore en science inventé, ou en tout cas même dans toutes les catégories de la connaissance, inventé de mots plus inducteurs d'intuition que celui-là, esprit. Eh bien, cette frontière entre l'univers matériel et l'univers, entre guillemets, spirituel, eh bien, elle tente à se dissoudre selon certains protocoles. Ces protocoles sont balbutiants, et aujourd'hui, la science pose un regard qui est encore très, à la fois natif, je dirais presque parfois naïf, sur ces phénomènes, et a des difficultés à en reconnaître la dimension qui interpelle, en fait. C'est un petit peu comme quand on parlait à l'époque de certains systèmes philosophiques, comme le système de Kant, quand on dit que le kantisme a les mains pures, mais que finalement il n'a pas de main. Donc il est incapable de saisir ce dont la main serait capable de se saisir si elle existait. Donc la science est profondément démunie, parfois avec une certaine distance, dans le meilleur des cas attentive et dans le pire des cas hostile. Pour ce qui nous concerne, Igor et moi, nous avons une saisie qui est pas directe de ces phénomènes, parce que nous n'avons jamais été confrontés directement à des cas qui pourraient nous faire dire oui, nous avons en face de nous quelqu'un qui a vécu ce genre de phénomène. En revanche, ils nous ont été rapportés par des scientifiques qui eux-mêmes ont constaté la chose.
c'est là où c'est intéressant, parce qu'au second degré, on arrive à ce moment-là à cerner la prégnance, l'existence, je dirais l'importance, au moins qualitative, de ces événements qui caractérisent un autre côté, évidemment, de notre relation réelle. En fait, nous avons expérimenté des états d'empathie, puisque, bon, il est vrai que nous bénéficions d'une origine commune, d'une biographie commune, on a traversé quantité d'expériences qui sont les mêmes. Et donc je pense que ça structure à la fois le conscient, mais aussi l'inconscient, de manière telle que nous avons bénéficié depuis toujours d'un échange d'informations assez privilégié, qu'on peut appeler l'empathie. Ce n'est pas de la télépathie au sens strict, qui nous permettrait de lire dans l'esprit de l'autre aussi clairement que sur l'écran de l'ordinateur ou dans les pages d'un livre ouvert. C'est pas tout à fait ça, mais ce sont des états, si on veut dire, de partage de conscience qui sont extrêmement troublants, parce que corrélés de toute façon au même stimuli, au même environnement, je dirais qu'on partage véritablement une vision commune, et donc à partir de là, c'est vrai, des informations communes. En fait, nous ne connaissons pas suffisamment ce domaine pour pouvoir produire vraiment une hypothèse qui serait signifiante et intéressante. C'est vrai que dès l'âge de 12 ans, je me suis dit, tiens, le cerveau est un récepteur. Mais ça, c'était vraiment une pensée d'enfant. Mais comme toutes les pensées d'enfant, la naïveté avec laquelle elle apparaît dans le conscient est peut-être un conducteur de vérité, ou en tout cas peut-être une garantie aussi de vérité plus profonde, pourquoi pas. Mais d'un point de vue strictement scientifique, nous ne connaissons pas les hypothèses ni les modèles qui sont liés à ces hypothèses-là, donc on est un petit peu embarrassé pour répondre à cela. Nous avons une hypothèse scientifique dont peut-être Kashka a parlé pendant mon absence, mais qui repose sur le fait que, selon nous, la réalité fondamentale dans laquelle nous vivons est constituée d'informations. C'est de l'information. C'est une information mathématique. Tout est mathématisable. Quand on sait que pi est un nombre univers et que tout est dans pi, on est évidemment très troublé. On sait par exemple que la scène que nous vivons aujourd'hui peut être numérisée, qu'elle est quelque part dans les profondeurs du nombre pi. Donc tout cela nous invite à réfléchir très sérieusement à toutes les hypothèses concernant la conscience, qui n'est probablement pas, là je m'avance un peu, mais qui n'est probablement pas limitée à la matière organique située dans le cerveau, elle est ailleurs. Je pense, hein, mais c'est une intuition. Une intuition. Ouais. Donc, puisque nous baignons dans l'information, je pense que cette information-là dépasse largement les limites physiques dans lequel nous sommes enfermés, dans lequel notre système nerveux central lui-même travaille et opère. On doit généraliser finalement la question en se posant cette interrogation immense de ce que sera l'avenir très lointain de l'univers. Et là, ça nous donne accès, paradoxalement, à une réponse que l'on peut transposer pour l'être humain. L'univers n'est pas éternel. L'univers est né, aujourd'hui il est en train de grandir, et puis demain il disparaîtra. Qu'est-ce que ça signifie? Il disparaîtra, ça signifie que les milliards d'étoiles dans chacune des milliards de galaxies vont s'éteindre. Et puis que petit à petit, la matière résiduelle qui subsistera va elle-même se désagréger. Le proton lui-même n'a pas une durée de vie éternelle, c'est 10 puissance 40 ans, c'est des milliards de milliards d'années, mais ce n'est pas éternel. Et puis petit à petit, on sait que ces éléments de matière qui subsisteront encore finiront par se dissoudre, par s'évaporer dans des trous noirs immenses ou tout simplement d'une évaporation naturelle de la matière. Qu'est-ce qui existera, qu'est-ce qui subsistera à cet horizon très lointain, dans des milliards, de milliards d'années? La réponse est une bonne nouvelle. Il existera quelque chose, il subsistera quelque chose, et ce quelque chose, c'est justement l'information. Comme si
il y avait à l'horizon très lointain de l'avenir de l'univers une information finale qui sera l'image retournée de l'aventure immense qu'aura traversé l'univers dans cette immensité temporelle en temps réel, une image retournée donc de l'information originelle qui existait à la singularité initiale. Ce qui est vrai pour l'univers l'est à notre avis, tout autant pour un être humain qui est évidemment, dans ses frontières, amené à naître, grandir et puis disparaître sous sa forme matérielle, mais au-delà, il y a une information accumulée qui, elle, ne disparaîtra jamais. En fait, notre définition personnelle de la spiritualité tient à notre hypothèse de fond, sur laquelle repose à peu près toute notre vision du monde. La spiritualité, c'est cet élan vers l'esprit, mais au sens probablement superposable à ce que pensait Einstein à l'époque, quand on lui a demandé en 1936, c'était un jeune enfant qui vient vers lui, qui lui demande mais voilà. Et donc, lorsqu'il répond, tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science n'iront pas découvrir qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, l'esprit immensément supérieur à l'être absolu de l'homme. Je me reconnais parfaitement dans cette définition-là, parce que l'esprit d'Einstein, c'est la spiritualité telle que je la conçois, à savoir, encore une fois, l'information infiniment mystérieuse, parce que c'est pas parce qu'on va dire, oui, l'univers dans lequel nous vivons repose ou se résout en un bain d'informations qui est d'essence mathématique, qu'on va répondre d'une part à la question de ce que c'est réellement cette information, parce que dire ce sont des équations, c'est un tout début d'explication, mais le mystère demeure, et il demeure de façon extrêmement tenace, très profonde, et par ailleurs, qui est l'auteur de ces informations? C'est aussi la grande question, puisque l'information ne vient pas de nulle part. Peut-être Descartes qui parlait de Gödel et du fameux théorème d'incomplétude, qui nous permet d'avoir, encore une fois en langue chinoise, l'image, mais incertaine et floue, de l'auteur de ces informations-là. Donc la spiritualité, pour moi, c'est cet élan vers la réalité profonde sur laquelle repose tout le réel et nos vies, et ce qui donne aussi un sens à notre interprétation du monde et de la réalité dans laquelle nous vivons. Parce qu'en effet, c'est un petit peu, comment dire, proche de la pensée grecque, qui disait agitat molen, c'est-à-dire en fait l'esprit agite la matière. Et au fond, lorsque l'on ressent très profondément cette idée que la réalité matérielle se dissout pour faire place à quelque chose qui est totalement immatériel et qui est de l'esprit, eh bien, je crois qu'on est spiritualiste au sens le plus profond du terme.